Bonjour à tous et bienvenue sur Oser se lancer, le podcast pour aider tous les accompagnants débutants à faire le grand saut dans la pratique. Nous sommes sur la troisième interview, c'est celle de Pank. J'ai voulu l'interviewer parce que je trouve qu'il a une façon d'appréhender l'hypnose et le monde de l'hypnose qui est assez particulière et que j'aime beaucoup. Le podcast est un peu long, il dure je crois presque 1h30. J'ai décidé de pas le couper parce que je trouvais que tous les passages étaient intéressants. Bonne écoute. Salut, je suis Pank de HNO. Ok, super. Quelle est ta vision de l'échec, Pank de HNO? Je pense que on est créé pour échouer. Donc, par essence, moi, j'ai vraiment une philosophie de loser, de vrai perdant. Je pense qu'on devient bon parce qu'on foire. Je suis absolument pas dans une espèce d'élitisme et de cheminement à dire vous êtes les meilleurs, vous réussissez tout et tout. Je crois que vraiment, ça, c'est du bullshit. Je pense que l'idée de base, c'est apprenez à vous péter la gueule, apprenez à accepter d'avoir foiré, pas avoir réussi, d'encaisser les chocs de l'échec. C'est peut-être plus important que d'apprendre à aller dans la notion inverse, genre je vais réussir, tout va être bien. Je pense que de toute façon, d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans notre métier, que ce soit dans le quotidien, de la loose et des échecs, mais on va les cumuler, mais un truc de ouf. Ce qui va faire parfois la différence avec beaucoup d'autres personnes dans le quotidien ou dans notre profession, c'est de se dire, bah, c'est pas grave, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? T'as foiré, tu t'es pété la gueule, tu t'es pris un scud, t'as mal, etc. Et je pense qu'un des gros manques qu'on a dans le monde de l'échec, c'est de dire, faut apprendre à chuter. Moi, je pars vraiment du principe que faut pas apprendre forcément à gagner. Faut dire, OK, j'ai un objectif, mais il faut apprendre à savoir encaisser les coups et à chuter. À dire, voilà, je suis tombé, mais je suis tombé le moins mal possible et je vais me relever. Donc, l'échec, pour moi, c'est essentiel et on ne peut pas le nier. Et c'est un peu à l'encontre de pas mal de trucs de dev perso à dire, oui, on est dans la win, c'est super. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense qu'on est dans la lose et c'est parce que tu encaisses un petit peu plus que les autres et que tu te relèves un petit peu plus, bien sûr, en réfléchissant à ce que tu vas faire pendant que tu te relèves, etc., que tu vas trouver des alternatives, peut-être des solutions. Et parfois, bah, c'est mort. C'est-à-dire, il y a des trucs, tu n'y arriveras jamais. C'est comme ça, c'est pas la fin du monde. Et en thérapie, tu vas avoir des types de personnalités, si on reprend un peu les énéagrammes ou des sujets qui tu sens que ça passe pas, alors tu peux aller travailler avec ton psy pour voir si c'est pas transférentiel ou autre, mais tu as des trucs, tu te dis putain, à chaque fois que j'ai ça, j'ai un taux de réussite qui est très bas parce que je sais pas, ça passe pas. Ça passe pas pour plein de raisons et peut-être aussi tout simplement parce que ça ne t'intéresse pas plus que ça. Mais la notion d'échec, elle est hyper positive pour moi. Mais pas en mode ouais, on ne perd jamais, on apprend. Non, tu te pètes la gueule, c'est de la merde. Enfin, tu vois, ça c'est un des trucs c'est de la bullshitude absolue, genre, non, mais il n'y a pas de. Soit j'apprends, soit je gagne, ou un truc comme ça. Ta gueule, Enfin, alors, je pense que les gars, ils savent pas ce qu'est un échec. Hein. Moi, je suis vraiment, quand je dis je suis un loser, je suis un vrai loser. J'étais nul pendant mes études, j'étais nul dans le sport, j'étais nul dans plein de trucs. Et même dans le boulot, tu vois, au départ, j'ai rien fait de spécial. J'ai eu de la merde, j'ai eu des trucs bien, et un petit truc. Sauf que moi, j'ai un truc très bien, c'est que j'encaisse. Ah, bah voilà, je me fais dégommer, ça foire, je suis nul, bah, je continue. Je continue. Et on en parle souvent avec un pote qui est passionné de science, à dire, tu sais, c'est la loi des grands nombres. Hein. Il y a un moment ou un autre, ça va passer. C'est toujours ça. Il y a un moment ou un autre, ça va passer. Après, c'est est-ce que j'ai le courage de continuer jusqu'à ce que ça passe. Et c'est pour ça que je te dis que la notion de se dire, faut apprendre à encaisser plutôt que de dire, ouais, mais non, c'est une leçon. Non, j'ai appris quelque chose. Mais ta gueule, t'as appris quoi? T'as juste appris que, quoi, je sais pas si tu as vécu des putains de gros échecs, que ce soit personnel, sportif, pro, etc. T'es juste une merde, quoi. Faut juste dire un moment, genre, je sers à rien, t'es pas bien. Et c'est juste justement te dire dans cet état-là, bah, ok, ça fait mal. Je vais peut-être apprendre quelque chose si je philosophe un petit peu, mais là, dans l'instant, je dois juste penser mes plaies et me relever, quoi. Et c'est le seul truc qui est important, c'est penser ses plaies et se relever. Est-ce que du coup, ça nique pas en effet cette phrase-là de soit j'apprends, soit machin? Ça nique pas tout l'avantage de l'échec de justement s'en prendre plein la tronche Ah oui, bah, complètement, ouais, complètement. Mais après, tu vois, on peut te dire derrière, ouais, mais l'échec c'est négatif, alors que pour moi, l'échec fait complètement partie de la vie sur plein de choses. Tu regardes dans la nature,
Regarde les entraînements des animaux quand ils sont bébés. Ils tombent, ils se pètent la gueule, ils se battent entre eux, ils essayent de sauter leur nid, ils sont comme des merdes en train de tomber. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore vu un micro-chat qui tente de monter sur un truc, et le truc, il fait un petit saut comme ça et il retombe. Un truc absurde. Et tu dis, mais en fait, c'est ça la life, quoi. Tu vois, c'est genre motivé, tu y vas et tu fais, ah, mais en fait, c'est juste de la merde. C'est nous à vélo. Hein. Ouais. Moi, je sais pas, la première fois que j'ai fait du vélo, j'ai mon salopard de frère qui dit, t'inquiète, il me pousse. Ah, boum, je m'éclate contre le mur. Tu fais, ah, bah, putain, et contre le mur, toi, t'as bien mal et tout. Tu fais, et on me dit, non, mais t'inquiète, tu vas réussir à rouler. Bah ouais, à force de tomber, tu te relèves. Et tu vois, je pense que c'est plus intéressant que de se dire, non, mais j'ai appris une leçon, qu'il ne faut pas rouler vers un mur. Non, 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 non. Il faut apprendre la leçon de se dire, cette fois, je vais rester debout et pas me diriger vers ceci ou cela. Tu vois, moi, effectivement, j'adhère avec cette notion à dire, à force de balancer des petits motos comme ça, des phrases toutes faites, on ne prend pas la valeur de l'échec, alors que je pense vraiment qu'on devrait baser notre système sur l'échec. Toi, se dire, bah voilà, de toute façon, mon pote, un moment ou un autre dans la vie, et tu prends le plus grand des mecs les plus brillants de ce monde-là, les mecs qu'on pourrait prendre comme des élites actuelles, intellectuelles, sportives et tout, il y a toujours un moment, ils vont se péter la gueule. Ils vont se péter la gueule. Tu ne sais pas quand ils vont se péter la gueule. C'est sûr. Parce que personne ne se péter la gueule 150 000 fois avant d'arriver là. Oui, alors après, tu sais, il y a des mecs incroyables, je pense, surtout dans le sport, tu as des mecs, tu dis, mais elle est où sa limite? Elle est où sa limite? Et d'un coup, tu le vois, alors comment tu vas? Il dit, bah là, je me suis claqué. Ok, bah voilà, tu l'as fait. Ah bah voilà. Et son retour, il va peut-être pas être top. Et en début de pratique, tu pensais être déjà comme ça? Ou ouais. t'es plus en mode? Non, moi, j'ai vraiment. Bah vraiment, je suis un. Quoi? Je suis un loser, quoi, les gars. Mais moi, j'ai écrit un essai sur le sujet. C'est le pouvoir de la loose, tu vois. C'est le truc. À un moment, je me suis dit, mais il faut que les gens ils comprennent que l'échec, c'est trop bien parce qu'au bout du compte, hormis si tu lâches, parce que c'est ça en fait. Le gros problème, c'est que à force de prendre des coups, alors c'est peut-être la chance que j'ai moi d'avoir un caractère un petit peu belliqueux, voire très belliqueux. J'aime prendre des coups, j'aime en donner. Il y a un côté maso derrière. Faut aussi voir ça. Se dire, bah, il y a un moment, c'est pas agréable, mais il faut savoir que tu passes par ça pour. Et par exemple, dans le sport ou dans l'apprentissage, tu passes toujours par un moment où tu déstructures, tu casses, tu as mal pour arriver à quelque chose de plus élevé. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être vraiment une merde de ouf en cours. J'étais un tocard. En plus, je suis dyslexique, dyspraxique. Tu vois, je suis vraiment le mec qui a zéro chance. Je suis un tocard, quoi. Et le seul truc qui était marrant, c'était j'ai développé, en fait, pour compenser, tu sais, un rapport vraiment de surcompensation, un excès de boulot. C'est-à-dire que, vu que j'étais une merde, je me disais, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que quelqu'un arrive à faire ça et que moi, j'y arrive pas? Et bien en fait, j'y arrive pas. Et je travaillais mais comme un ouf. Au collège, je passais mes week-ends à bosser. Je sortais pas. Je passais mes week-ends à bosser. De 8h à 20h tous les week-ends. Et j'avais des notes, j'étais toujours j'avais 6 de moyenne. Bah, une merde, quoi. Genre, le mec, tu te dis, mais t'as pas de cerveau. Sauf que, mais ce qui était cool là-dessus, c'est que j'ai appris que j'avais une capacité à bosser de ouf. De ouf. C'est-à-dire que je peux me mettre un truc et me dire, bah, c'est pas grave, je recommencerai. Bah, c'est pas grave, je recommencerai. Bah, c'est pas grave, je recommencerai. Et 2 semaines plus tard, tu te dis, mais tu fais quoi en ce moment? Bah, je fais la même chose. Et c'est souvent ce que je dis dans mes vidéos. Je dis, moi, je prends une pratique et je la fais pendant 1 an. Non, mais tu fais pendant 1 an. Mais à toutes mes séances. Mais tu ne changes pas. Non. Bah, pourquoi? Bah, parce qu'il faut que j'intègre le modèle. Sinon, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ah, bah, ça marche pas. Non, on est bien d'accord que c'est pas parce qu'une fois tu brilles en disant, ah, c'est bon, j'ai réussi, qu'en fait, tu maîtrises quoi que ce soit. Donc, dans cette dynamique-là, moi, je suis vachement dans ce truc à dire, bah non, de toute façon, t'es pas bon, t'es pas doué. En fait, c'est pas la notion d'être bon ou pas bon. C'est t'es pas doué. T'as pas un truc. Tu sais, il y a des mecs qui sont. Tu les écoutes dans notre profession. Tu as des gens, ils jonglent facile avec les mots. Ils ont les bons recadrages, les bonnes questions, les bons trucs. Moi, je suis pas un gars bon. Je suis un mec qui a taffé. Mais taffé de ouf. Donc, derrière, quand j'entends les gens, et tu vois, ça, c'est un des trucs qui m'énerve, et les gens qui me connaissent savent que vraiment, j'ai envie d'éclater les gars, c'est quand tu entends, ouais, mais pour toi, c'est facile. Mais ferme ta gueule, enculé. Parce que derrière, tu dis, tu sais pas les heures de taf que je passe.
Tu sais pas, le matin, moi, le premier truc que je pense, je fais mes méditations, mon auto-hypnose, mes trucs, mes machins. Et après, je me dis, OK, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu as étudié? Qu'est-ce qu'il faudrait que tu trucs? Qu'est-ce qui déconne actuellement? Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Mais pourquoi tu fais ça comme ça? Et je fais ça tous les jours. Moi, j'ai pas de femme, pas d'enfant. Je fais que de la baston, que ça. C'est-à-dire que ma vie, elle est basée sur 2 éléments. Et je ne fais que ça. Je prends quasiment pas de temps pour autre chose parce que ce que j'aime, c'est faire ça. Mais derrière, je taffe comme un ouf. Donc, quand il y a un truc qui commence à devenir plus fluide ou que je maîtrise davantage, c'est simplement parce que j'ai bossé. C'est absolument pas parce que je suis doué ou quoi que ce soit. C'est juste, j'ai bossé, j'ai répété, j'ai répété, j'ai répété. Pareil, hein, dans les arts martiaux, vraiment, j'étais le mec qui avait tout pour être. Pour jamais réussir à avoir quoi que ce soit, tu vois, jamais avoir ta ceinture noire. Je me souviens de mon prof de karaté à l'époque, j'avais 15 ans ou 16 ans, il dit Pank, non, il n'est pas doué, hein, mais il lâche jamais. Il lâche jamais. Il se fait défoncer, il truc, il machin. Et il avait dit un truc que j'avais trouvé hyper pertinent. Il disait, en fait, il doit bosser 10 fois plus que les autres pour atteindre le niveau des autres, mais quand il atteint le niveau des autres, en fait, il est au-dessus des autres. Parce que j'ai tellement donné qu'à la place d'être au niveau 6, je suis passé au niveau 8 parce que dans le truc, mais j'étais au niveau 4. Tu vois, je vais avoir des steps qui sont. Mais tout simplement parce qu'il y a du boulot. Et tu vois, ça, je pense que c'est hyper important à capter. Encaisser, travailler. Encaisser, travailler. C'est hyper basique, toi, c'est pas super sexy ni quoi que ce soit. Mais c'est juste dire de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que je suis pas brillant, je suis pas bon, je suis pas truc. Et ça me dérange pas parce que c'est factuel, tu vois. Donc, du coup, potentiellement, ceux qui vivent à l'échec, c'est aussi ceux qui pourraient se dire je suis un génie, je suis brillant, je suis machin. Du coup, dès que j'en ai un, putain, mais merde. Et du coup, je m'y remets pas. Moi, j'ai un petit peu, tu sais, c'est un peu le même principe qu'avec les timides. Les gens qui disent non, mais moi, je suis timide. Non, mais c'est parce que tu as vachement d'ego que tu es timide, en fait. Parce que si, en fait, tu acceptais la critique, le jugement, tous ces éléments qui, en fait, vont déstructurer ton ego et tu vas te prendre des claques. Bam, non, en fait, t'es qu'une merde. Ou on t'aime pas, ou t'es pas beau, ou t'es pas sympa, ou t'es pas. Tu sais, qu'importe. Mais la timidité, c'est un super élément égotique. Et c'est la même chose pour les gens qui sont dans cette notion à se dire ah ouais, non, mais l'échec, non, je ne supporte pas. Non, mais c'est parce que tu crois vraiment que tu es bon. Ouais. Et d'ailleurs, tu écouteras. Hein. Pardon? Si je crois que tu es nul dès le départ, tu bosses, tu continues. De toute façon, si tu acceptes d'entrée que tu es un tocard et que tu dis je ne suis pas meilleur que les autres, je suis peut-être même moins bon qu'eux, et que tu dis juste c'est un fait, c'est pas grave. Je vais travailler. Alors après, c'est long. Hein. Moi, je te dis, j'en pleurais, gamin, tu vois, à te dire, mais c'est pas possible. Tu as vraiment l'impression d'être un handicapé, surtout. Tu fais, putain, en sport, je suis un tocard. En général, quand tu es mauvais au bahut, tu étais bon en sport. Ah non, moi, j'étais nul en sport et j'étais nul en truc. Donc, tu te dis, mais en fait, j'ai zéro chance, quoi. Et c'est parce qu'au fur et à je voyais les gens abandonner. Et moi, j'étais là en train de faire, tu sais, c'est la tortue et le lièvre. Hein. Moi, j'étais en train de faire, et de toute façon, je dois arriver à la ligne d'arrivée, donc j'y arriverai. Mais c'est là où tu te dis, et je pense que c'est une compétence que tout le monde peut atteindre aussi, hein, parce que le coup de. Je pense une des compétences clés quand on est dans la voie du loser, c'est de travailler. Et tout le monde peut y arriver. Moi, si j'y suis arrivé alors que je partais dans tous les sens, j'avais du mal à me concentrer, je ne retenais pas, tu vois, pour te donner une idée, au collège, toutes les semaines, on avait un poème à apprendre tous les mardis soirs, de la 6e à la 3e. Donc, t'imagines le nombre de poèmes que j'ai dû me taper. Déjà, je mettais 3 heures à l'apprendre. Après, j'allais le réciter. Ma mère, elle m'écoutait. Je le connaissais, j'allais me coucher, je me relevais le matin. Ma mère me dit, tu me le récites, je ne m'en souvenais plus. Bonne mémoire. T'es un gars. Et tu vois, et maintenant, on va dire, ah ouais, mais t'as vachement de mémoire. Mais ta gueule! La mémoire, ça se développe, tu vois. La mémoire, c'est à toi de comprendre comment tu fonctionnes, comment tu mémorises, comment tu fais. Mais j'ai une mémoire de tocard, quoi, tu vois. Derrière, j'étais incapable de faire du par cœur. C'est au moment où j'ai commencé à comprendre comment je fonctionnais, où je me suis dit, ah, mais ouais, mais je me force à avoir des notions d'apprentissage classique avec. Tu sais, comme on nous enseignait à la base, tu te concentres, tu fais des trucs, etc. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Ça ne fonctionnait pas avec moi, que moi, il fallait que je bouge, il fallait que j'écoute de la musique en même temps, il fallait que je fasse des pompes en même temps, il fallait que je répète d'une certaine manière les trucs. Où là, j'ai commencé à comprendre comment je mémorisais. Mais là aussi, c'est que par le boulot.
parce que avant d'arriver j'arrive à mémoriser à peu près quelque chose, je suis passé par 1000 fois où j'ai eu des notes de merde, incapacité à me souvenir quoi que ce soit, etc. Donc, tu vois, c'est toujours cette notion-là. C'est accepte que ça va faire mal. Parce que de toute façon, quand tu débutes, tu es nul. Ah, je connais personne de bon. Personne. Et comme tu disais en début, ouais, on a l'impression que les mecs qui vendent leurs vidéos sur Internet ou qui montrent, déjà, ils montent toujours en mode beau gosse. Hein. Bah oui. Non, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais en fait, bah, t'en sais rien. À un moment, j'avais fait une série, j'avais demandé à des gens de venir, je ne savais pas leurs problèmes, et on faisait sur différents thèmes des vidéos, et je les ai mis en ligne. Elles sont sur mon compte, sur mon site. Et je ne savais pas ce qui allait se passer. Et je me suis dit, moi, quoi qu'il arrive, je l'ai dit. Parce qu'on s'en fout. Le but n'est pas de dire, waouh, t'es merveilleux, t'es super. C'est de montrer à quelqu'un comment se passe une session. Après, tu peux faire une session de merde. Et tous les jours, tu vas faire des sessions de merde. Il y a des sessions, ça passe pas. Il y a quelque chose qui passe pas techniquement. Il y a quelque chose que tu n'as pas entendu. Il y a quelque chose que tu captes pas. Il y a quelque chose qui fait que tu n'as pas trouvé l'ouverture. Tu n'as pas recadré correctement. Tu n'as pas été pertinent. Et ça, il faut l'admettre. Alors après, tu vois, pour revenir à ce que tu disais précédemment, ouais, effectivement, je pense que les gens qui ont du mal à vivre l'échec, c'est qu'ils croient vraiment qu'ils sont au-dessus d'eux. Ils sont meilleurs qu'eux. Il y a une espèce de notion inconsciente d'élitisme, de se dire, bah, non, mais pas moi. Quoi. Moi, j'ai toujours réussi. Moi, j'obtiens tout ce que je veux. Tu sais, tous ces mots à la con. Mais en fait, tu t'aperçois que ce n'est pas des gens qui sont particulièrement bosseurs. Nous, moi, j'ai remarqué ça énormément dans l'hypnose de ouf. En fait, dans l'hypnose, j'ai retrouvé ce que j'ai vécu dans les arts martiaux, dans la psychothérapie. Mais exactement pareil. En fait, c'est pour ça que je devenais ouf au départ. Mais c'est quoi ces teubés? Sauf que tu vois, au moins, dans les. On se castagne, quoi. Exactement, dans les arts martiaux. Tu vas leur péter la gueule, là, c'est con. Alors que dans notre milieu psychothérapie, c'est ça plapla, ça s'engueule, limite ça s'insulte. Et tu dis, mais. C'est pas pour se taper dessus. Mais c'est pourri. Alors que nous, au moins, ça plapla, ça truc. Puis après, tu dis, allez, vas-y, viens, on se rejoint, on se fout sur la gueule. Et après, on va boire une bière, tu vois. Et moi, ce que j'ai vachement constaté, c'est que tu as des mecs doués. Et ça, c'est comme tout. Tu vois, partout, tu as des gens, ils sont bluffants. Et je me souviens, il y a des années, il y avait des mecs qui me faisaient halluciner en compète, qui brillaient, qui genre, ça fait 3 ans qu'ils s'entraînent et ils prennent un titre national et après ils prennent un titre international, etc. etc. Puis bon, bah voilà, tu te dis putain. Et le mec, tu sens qu'il est tellement bon qu'il est hors classe dans tout. Il est bon partout. Sauf que ce mec-là, moi, je continue dans mon coin. Donc, il m'éclate en compète. Puis, lui, il est tellement au-dessus du lot que je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, mais il s'entraîne moins, il vit moins le truc. Et quelques années plus tard, tu prends 5-6 ans plus tard, le mec, il revient toujours en s'entraînant moins, en étant un peu dans tous les sens. Et là, tu le tues. C'est même pas tu le bats, tu l'exploses. Et tu dis, bah voilà, moi, le tocard, au bout du compte, j'ai battu le mec qui est super doué, parce que le super doué, la plupart du temps, c'est un branleur. Ouais, parce qu'en plus, il y a une notion de si tu n'as pas d'échec, tu vas aussi te reposer tranquillement sur tes lauriers en mode ça passe en fait. Complètement. Mais tu vois, ça, je trouve que c'est hyper important à prendre en compte. C'est la notion de te dire la réussite, c'est pas quoi, tu vois, être doué dans quelque chose, c'est vraiment double tranchant. Parce que d'une part, tu as tout le monde qui te met en avant en mode t'es merveilleux, t'es super et tout. Alors imagine en plus aujourd'hui, là où on en est avec l'Internet, où tout est exalté, où les gens se mettent tous les petits commentaires super qu'on lui a mis, montrent les trucs où ils sont super. Les gens s'y croient complètement. Puis souvent, quand tu commences l'hypnose ou la psychothérapie, tu as une espèce de moment un peu de réussite qui est là pendant un laps de temps. Une espèce de moment mytho de réussite. Et quasiment tout le monde, là, tu sais, ces gens, alors on appelait ça la chance du débutant, mais tu vois, c'est vraiment ça, genre, ça passe. Et les gens, tu vois leur ego faire. Pardon? Ils sont en mode, il y a des trucs de fou qui se passent sur une séance, il a tout changé. Et la séance, j'ai halluciné moi-même. Ah mais attends, mais en fait, j'ai tout compris, tu vois. Parce que les autres n'ont pas compris. Et tu te dis, ouais, ta gueule. On en reparle dans un an, ferme ta gueule. Et en fait, c'est normal, hein, et ça, je le vois vachement. Ouais, je réussis tout, j'ai des feedbacks de ouf, puis tout le monde est en train de faire, ouh, t'es merveilleux.
Et alors là, tu places les personnes, peut-être qui en plus sont douées, sur une espèce de piédestal. Et je me souviens, j'avais un prof de kinésio qui m'avait dit ne laisse jamais personne te mettre sur un piédestal et ne te mets jamais sur un piédestal. Je trouvais cette phrase hyper pertinente. Tu vois, c'est dès que quelqu'un veut un peu trop te monter, tu dis détends-toi, détends-toi. Tu ne sais pas mon background, tu ne sais pas pourquoi j'en suis arrivé là. Et nous, par exemple, dans les sports, on sait que le moment où tu as, moi j'ai appris ça quand j'étais gamin, le moment où tu montes tu es tout en haut et que tout le monde te regarde en train de faire t'es super, hein, tu as ta putain de médaille. Le seul moment où tu es le champion, c'est le moment où on te met la médaille, tu fais ça. Et après, au moment où tu descends du podium, c'est fini. Il n'y a plus. Tu vois, tu es à nouveau personne, il faut à nouveau reprouver les choses. Et le problème qu'il y a, c'est quand les personnes sont douées parfois, en plus, elles sont emportées par des vagues de personnes qui, tu sais, c'est un petit peu les trucs de dev perso. Entoure-toi des personnes qui pensent comme toi. Les 5 personnes autour de toi, c'est les 5 qui sont le milieu de toi, je ne sais pas. C'est ça, et puis tu sais, sois avec des winners si tu veux être un winner. Et donc, les gars, ils voient que tu es doué dans quelque chose, donc ils vont te solliciter à mort et te nourrir dans ton ego. Et en fait, ça va créer un manque de boulot. Et il y a énormément de gars géniaux dans tous nos boulots, dans nos sports et tout, où tu vois des mecs incroyables qui sont doués, mais qui se sont fait éclater en l'air parce qu'ils ne savent pas travailler, parce qu'ils ne connaissent pas le goût de l'effort. Ou leur effort, ils le connaissent, ils vont dire non, mais je sais ce que c'est l'effort, mais en fait, c'est un effort qui, comparé à un tocard, c'est pourri. C'est genre, lui, il bosse 1 heure, toi, t'en bosses 6. Mais lui, pour lui, il a fait un effort pendant 1 heure. Alors que quand tu le regardes, tu te dis, mais c'est pas un effort, ça. Donc, ça, au bout d'un moment, tu sais, c'est le principe du temps. Moi, rapidement, quoi, lentement, parce que j'ai pas un cerveau qui va super vite, mais j'ai mis du temps à capter ce truc-là, tu vois, à dire, le temps, c'est ton pote. Détends-toi. C'est pas grave. Ça va me prendre 10 ans. Les personnes qui me connaissent avec HNO, moi, j'ai des projets, mais ils sont à 20 ans. Genre, je veux créer un truc, mais on me dit, mais non, mais tu peux faire ça maintenant. Ta gueule. Ça va prendre le temps. Parce que, tout simplement, il faut plein de choses. Il faut une expertise qui se fasse, il faut une maturité, il faut des éléments qui soient plus structurés pour créer des choses qui… Et ça demande du temps. Et le temps, il est essentiel. Et quand tu débutes une activité, là, on prend, nous, notre monde, il faut avoir cette notion-là, se dire, ça va être long. Et il ne faut pas se perdre dans les premiers bourgeonnements, tu vois. On peut vraiment reprendre cette notion métaphorique des saisons. Hein. Genre, ouais, mais tout est bien, c'est le printemps, je sens plein d'énergie dans mon petit corps, c'est l'été, c'est aride, c'est super, youpi, je bronze. Puis après, n'oublie pas, hein, tu vas avoir l'automne et l'hiver, mon pote. Et l'automne et l'hiver, ils vont venir. Que tu le veuilles ou non, ils vont venir. Donc, si tu n'es pas prêt à l'automne ou l'hiver où tu vas devoir serrer les dents, où ça va être moins cool, où tu vas avoir, en termes de séance, moins de personnes, où tu vas avoir des personnes qui vont avoir un état d'esprit qui est complètement différent, et pour plein de raisons, tu tombes sur des phases où pendant X mois ou une année, tu as un type de partenaire qui te mettent en mal constamment, à te dire putain, c'est complexe. C'est pas que c'est réellement difficile, c'est juste tu n'as plus ces notions de magie, tu vois, tu n'as plus ce moment incroyable où tu dis oh, le mec a compris et tout. Il y a des moments où tu dis putain, mais ça avance pas. Alors ça avance, mais il faut le temps. Et le temps, il fait partie de la thérapie aussi. Donc du côté où parfois on avait la sensation au départ que tout est brillant, youpi, tu arrives à la réalité de la vie du thérapeute qui est oui, on vous a vendu thérapie brève, hein, je rappelle, 20 sessions quand Allais et Erickson en ont parlé les premières fois. On en arrive à quelque chose de vachement plus terre à terre, vachement plus lourd et qui nous demande du boulot, de l'investissement et simplement de se dire là, il n'y a pas eu le déclic, là, ça avance pas comme on veut, là, ça a avancé la dernière fois, puis la personne revient et tu te dis ah, ok, d'accord, tout ce qu'on a fait, ça ne servait à rien, elle a zappé, tu as zappé complètement. Tu fais d'accord. Et là, tu dis ok, va falloir recommencer. Repeat. Ouais, du coup, je suis en train de me dire, là, cette notion de temps, si on ne se la donne pas à nous, on ne la donne pas non plus à notre partenaire. Et du coup, pareil pour l'échec. C'est-à-dire que si on ne se donne pas cette notion que, on va se viander royalement parce qu'on n'est pas des héros, pareil, pour notre partenaire, on ne lui laisse pas la possibilité de se viander royalement non plus. Mais c'est souvent moi, ce que je dis dans les suggestions, tu vois, il y a le moment où je vais dire à la personne, prends conscience de, prends un instant, c'est important là ce que tu es en train de faire. C'est pas juste, oh, je me souviens un peu ce que tu as dit, tu vois. C'est non. Prends un instant. Ce temps-là, il est important. Qu'est-ce que tu viens de capter? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui est en train de se passer?
Parce que ce temps-là, ou le temps de j'y arrive pas, c'est pas grave. Prends ce temps-là, tu as le droit de sentir qu'est-ce qui bloque. Je sais pas, c'est comme si il y avait un truc à l'intérieur de moi qui bloquait. Accepte-le, prends ce temps-là. Parce qu'en gros, souvent, les gens ils veulent passer d'un temps de déni à un temps de mieux-être. Mais tu peux pas. Tu dois d'abord cesser de nier, puis après, tu dois prendre conscience du fait que tu as nié. On n'est pas dans conscience de ce que tu as comme problème. On est juste de sortir du déni. Et là, tu vas emmener ton partenaire à dire tranquille. Ouais, mais c'est nul, j'y arriverai jamais. Oui, t'es une merde, c'est pas grave. C'est normal, c'est pas grave. Mais ouais, mais tu vois, c'est horrible parce que égotiquement parlant, alors les gens qui viennent en cabinet, hormis certains, ça va, ils sont OK pour entendre ça. Alors on peut dire oui, mais si tu dis ça à un dépressif, t'inquiète. Le dépressif, il est déjà tellement dans une sensation d'être une merde que ça va pas le déranger, tu vois. Mais le ramener à dire oui, là aujourd'hui, t'es déstructuré sur ce sujet-là, t'es une merde, t'es nul, t'es que dalle. Et c'est pas grave. De toute façon, maintenant, tu te rends compte que t'en es une. Alors que pendant longtemps, tu disais non. Donc, tu avais l'impression de pas l'être, sauf que tu te comportais comme si tu l'étais. Donc, toi, c'est mismatch. Et ce temps, bah, tu peux pas le changer. Et le temps est différent pour chacun. Mais si toi, tu t'autorises pas à accepter l'échec, parce que notre hypnose, PNL et thérapie brève actuelle est basée sur le côté à la Robbins, un peu coaching, à l'Erickson un peu moins, mais à la Bendler, à tous ces gars, à la Schneider, etc., c'est tous ces gars qui veulent aller très vite et montrer qu'ils performent. Et donc, le praticien ne s'autorise pas à l'échec, d'où le fait, tu vois, moi, je l'avais remarqué, là, ton projet, je le trouve top, parce que j'avais fait une série de vidéos à un moment sur le sujet à dire, mais vous inquiétez pas, moi, je fais de la merde, tout le monde fait de la merde, détendez-vous, restez cool, les débutants. Et puis même les anciens, mais détendez-vous. Parce que justement, ils n'ont que des références de mecs qui vendent la win, le je dois rester positif, le tout va bien se passer, le t'inquiète quand tu incarnes la posture de quand tu fais, et il suffit de. Mais non, c'est pas vrai, mon pote. C'est pas vrai. Comme je te dis, quand je t'ai dit au début, on t'a pas appris dans ton école, on t'a pas dit tu vas faire des séances, ça va être totalement de la merde, et en fait, tu vas pas aider la personne, voire même tu vas lui déclencher des trucs pas cool. Ouais, c'est fou ça, alors qu'on en prend l'inverse. On est en mode, de toute façon, tu peux pas faire mal. L'inconscient, il sait très bien ce qu'il doit faire. L'inverse. Ouais, tu sais, un petit peu moi, ma manière de voir les choses, c'est que pour moi, le subconscient, il n'est pas génial, gentil, bon et positif. Le subconscient, c'est un enfant de 7 ans, quoi. J'aime bien la métaphore, mais en gros, il est neutre. Le subconscient, c'est un ensemble de cumul d'expériences par rapport à des choses. Donc, derrière, bah, bien sûr, si tu réactives des choses qui lui ont fait mal, on prend un truc tout bête. Hein, tu as un bleu là, un putain de bleu, et je fais. Ça fait mal. Aïe. Ça fait aïe. Bah voilà, bah, c'est la même chose pour ton subconscient. Bien sûr que tu peux faire mal. Maintenant, de là, je pense que ce qui est dit derrière ça, mais après, il faut peut-être y repenser au niveau sémantique, c'est il n'y a pas avoir des trucs majeurs qui vont se déclencher. C'est pas toi qui va déclencher une psychose à quelqu'un, à moins qu'il soit déjà psychotique, tu vois. C'est pas toi qui va déclencher une dépression à quelqu'un. C'est faux. Ça, tu peux pas. Toi, tu vois la personne 1 heure. Tu crois quoi? Et là, tu vois, c'est aussi tout le côté surpuissant. Pardon? C'est un gros truc égotique en mode moi je peux te déclencher des trucs. Bah, bien sûr, c'est hyper tout puissant, genre ouais, non, mais c'est à cause de moi. Non, mais détends-toi, mec. Si tu savais à quel point tu n'es rien dans cet univers, et pour cette personne-là, en fait, tu n'es rien, tu vas juste être un élément qui parfois va restructurer parce qu'il est ouvert à ça, mais c'est tout. Tu vas l'aider à restructurer. C'est même pas toi qui restructure. Détends-toi. Le problème, c'est que beaucoup ont peur au départ de se lancer parce qu'ils se disent ah, mais je pourrais potentiellement pas faire bien. Et puis, je pense que beaucoup n'osent pas. Et tu vois, moi, je reviens beaucoup sur ce sujet. Les gens n'osent pas parce qu'ils n'osent pas l'échec. Ils n'osent pas admettre qu'ils vont foirer. Mais ils vont foirer. J'ai eu ça encore la semaine dernière. Je faisais je papotais avec Taina. Et à un moment, je lui dis, mais l'image que je donnais, je dis, mais tu crois qu'un jeune médecin qui commence, il ne fait pas de la merde? Soyons clairs, le mec, il vient de sortir de son internat et tout, il a vu plein de choses, il a fait tout plein de choses. Il commence, bien sûr qu'il n'a pas l'expérience d'un mec de 30 ans de pratique. Bien sûr qu'il est à se dire, je vais bien faire, mais qu'il va quand même faire de la merde.
Oui, mais c'est pas de chance pour les gens qui, oh, ça va, trois quarts du temps, c'est quand même pas des oublis de ouf et ça va pas te rendre dingue. Et puis, il y a des mecs qui ont 30 ans de pratique et qui font de la merde. Donc, derrière, c'est se dire, bien sûr qu'il y a toujours des nouveaux qui vont sur le terrain et ils vont faire des trucs plus ou moins bien. Et donc, il y aura de l'échec, c'est sûr. Mais ça va de là à dire, ah, c'est à cause de moi qui, détends-toi, détends-toi. Une petite personne qui va être 1 heure dans la vie d'une autre personne qui, elle, vient de vivre des milliers d'heures de merde qui l'ont emmené à réagir comme ça. Donc, ta petite heure à toi, elle est relative, tu vois. Du coup, je me demandais si ça avait un lien. Souvent, les gens qui arrivent et qui disent ouais, moi, je porte pas d'échec, machin et tout. Enfin, voilà. Ils sont en mode ouais, mais je porte pas d'échec parce que j'ai pas d'estime de moi. Du coup, je trouvais que les deux allaient pas ensemble. Je me disais, c'est peut-être parce que tu as une trop forte estime de toi que justement, tu supportes pas l'échec, en fait. Et tout le temps, derrière ce truc d'estime de soi, à un moment, bah non. C'est la timidité, tu vois, c'est ce truc-là. Ouais, voilà, c'est la même chose. C'est je suis timide. Je suis timide parce que j'aime pas déranger, j'aime pas qu'on me voit, j'ose pas. Non, t'oses surtout pas qu'on te recadre, qu'on te dise quelque chose, qu'on te fasse remarquer quelque chose. En gros, qu'on déstructure l'image que tu as de toi-même. Ça se trouve, tu as beaucoup plus d'images positives de toi qui est la réalité de ce que tu es, tu vois. La réalité, ça va quoi? La réalité perçue par les autres. Hein. Attention, la réalité perso est très différente. Mais il y a les gens qui vont peut-être te dire, non, mais en fait, tu es un tocard là-dessus, par contre, tu es bon là. Et toi, tu t'es persuadé depuis des années que tu étais bon là-dessus et naze là, et on dit l'inverse, tu vois. Et ça, c'est hyper perturbant. Les gens, ils sont timides parce qu'ils ont peur qu'on déstructure ce qu'ils ont. Alors, ils vont dire, ah, mais j'ai pas confiance en moi. Non, mais c'est parce que tu as trop confiance en toi. T'as trop, en tout cas, tu as trop des éléments que tu penses qui sont en lumière qu'on pourrait éteindre. Bah ouais, mais non. Ouais, désolée, je fais mes propres cadrages en même temps. Ok. Pour toi, maintenant, ce serait quoi un échec en séance? En séance? Ouais, parce qu'au début, je trouve qu'on est beaucoup sur l'échec de je suis pas arrivé à faire, je sais, une connerie, un phénomène hypnotique, un machin, des trucs très pratico-pratiques. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'on arrive plus sur j'ai un échec de rapport ou de compréhension ou de trucs, mais moins sur je me suis viandé sur. Ouais, alors tu vois, moi je ne mettrais ni l'un ni l'autre. Le seul, quoi. Alors c'est complexe hein, parce que là on parle vraiment d'un ensemble, d'un processus qui se passe. Mais on va dire les seuls échecs que tu as, c'est le résultat que la personne attendait et le résultat qu'il a. Donc en gros, le gars il dit je vais arrêter de fumer, il continue à fumer, c'est un échec. Point. Ok. Après, tu peux te dire qu'est-ce que techniquement a été faux, mais est-ce que tu peux dire que c'est un échec? Ça, t'en sais rien. Techniquement, regarde, il y a plein de personnes qui commencent nos pratiques pour se faire de l'argent avec la vache à lait qui est poids, tabac. Ouais. Et il y en a, basiquement, ils font toujours les mêmes protocoles. C'est toujours la même chose, ils font toujours la même chose. Il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Voilà, donc il y en a qui vont arrêter de fumer, d'autres qui n'arrêtent pas de fumer. Globalement, techniquement, tu as fait la même chose. Donc on ne peut pas dire c'est le système technique qui est faussé parce que sur un nombre de standards, on va avoir au-dessus de l'effet placebo, donc on va dire il fonctionne. Ok, cool. Mais le seul résultat d'échec, c'est que la personne, elle, n'est pas le résultat attendu. Ça, c'est un échec. Mais ça serait un échec, tu vois, qu'on devrait mettre en amont, peut-être par rapport à un truc encore plus con que ça, à notre prétoc. Elle n'a pas compris ce qu'était l'hypnose. Si la personne ne comprend pas en face, tu lui dis, attends, ça risque de prendre quelques séances et on va peut-être décanter des choses, etc. Que la personne dise, non, mais moi, je veux ne plus être phobique de ceci ou je ne veux plus sentir cette angoisse dans cela. Et qu'elle vient de voir 2 fois et qu'elle dit ça n'avance pas, elle n'a pas compris quelque chose que tu lui as expliqué au départ. Tu vois, moi, je pense que c'est. Après, c'est aussi un truc sur lequel je cogite tellement que je reviens vachement facilement dessus, mais c'est une question de cadre. Je pense que l'échec est notre échec de cadre. Après, on pourrait dire, donc, du cadre naît la posture, mais c'est une échec de cadre. Peut-être que la personne, je lui fais croire que réellement, en une demi-séance, elle allait arrêter complètement de fumer et qu'elle ne m'a pas entendu dire que ce n'était pas le cas. Donc, c'est ma faute. Là, clairement, j'ai été mauvais émetteur. C'est peut-être que la personne s'attendait à un truc incroyable et que donc, je ne lui ai pas dit que c'était un truc anodin. Tu vois, après, ça va être vraiment… L'échec est souvent là-dessus, moi, je trouve. Ça ne répond pas aux besoins / demandes que je vais avoir à un moment donné.
Par contre, techniquement parlant, tu ne peux pas savoir. Tu vois, même quand tu visionnes des vidéos de gars et que tu vois qu'il y a un truc qui ne va pas, tu peux dire, tiens, bah là, il n'a pas posé cette question. Tiens, là, il n'a pas fait attention à ce body language. Ou là, il a dit ça, mais il n'a pas entendu ça. Okay. Là, on peut dire, OK, il y a eu des distorsions. Mais de là à dire que ça emmène des échecs, je ne suis pas sûr. L'échec, les seules personnes qui peuvent vous juger, vous avez réussi ou vous avez foiré, c'est vos partenaires. Techniquement parlant, tu peux toujours te reprendre la tête sur ce que tu as fait en séance, mais ça a peu d'intérêt parce que tu es a posteriori. C'est pour ça que je suis un peu, je suis même complètement contre les supervisions classiques où on parle d'un cas. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on parle de quelque chose qui n'existe pas. Qui n'existe pas parce que c'est toi, d'un point de vue projectif, ce que tu penses que tu as fait pendant. La supervision, pendant une vidéo, je t'envoie une vidéo d'un cas que j'ai fait, tu la supervises, puis voilà. Voilà, là s'il y a une vidéo, je peux te demander, tiens, pourquoi là, tu as dit ça? Pour te ramener à l'état. Mais tu vois, ce qui est hyper intéressant, moi, ce que j'ai tenté de faire là, ces derniers temps avec des personnes qui m'envoyaient des vidéos, je dis, OK, tu vas maintenant me dire ce que tu as fait. Step 1. Step 2, maintenant, je vais te poser des questions sur différentes étapes de ce que tu as fait. Et déjà, tu vas voir qu'entre le 1 et le 2, il y a un delta de ouf. Tu dis, bah attends, tu me dis que tu as voulu faire ça ou que tu as fait ça. Qu'est-ce que tu te souviens de la séance? Ça. Et là, tu as fait ça. C'est pas du tout ce que tu viens de me dire. Pourquoi il y a ce delta-là? Entre ce que je pense que j'ai fait et ce qui s'est passé, vu qu'en fait, on a la vidéo. Donc, en tout cas, on l'a le truc. Et c'est pour ça que tu vas parler des cas. Pour moi, c'est juste quelque chose qui peut être anxiogène pour les gens. Parce qu'ils vont se dire, ah mais oui, c'est vrai, j'aurais dû utiliser une recomposition du soi sur 4 dimensions et tout. Non mais on s'en fout de ça. En fait, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de vachement plus basique que tu n'as pas capté. Ça se trouve, tu n'étais pas dans ta séance, tout simplement. Genre, la personne te parle et on regarde la vidéo et tu n'entends pas. Là, c'est comme s'il y a un truc, tu es là et tu es tellement concentré à vouloir bien faire que tu fais de la merde parce que t'entends pas. Alors après, les gens vont dire c'est le rapport, mais même pas. Parce qu'il y en a, ils se prennent tellement la tête à avoir un rapport de ouf où tu vois, ils sont en train de faire des synchros de merde et tout. Tu te dis, mais elle te parle, la personne. On s'en fout que tu fasses le robot ou que tu sois un singe. On s'en tape. Écoute. Ils sont tellement, tu vois, axés parfois sur oui, mais je veux faire une transe. Mais c'est pas ça la thérapie. Bien sûr que il faut comprendre déjà ce qu'est une transe. Qu'est-ce que c'est une transe? Définis-la moi. Et tu te rends compte en fait que les échecs, c'est des mécompréhensions de leurs propres éléments, donc du cadre en fait dans lequel soit le partenaire est, soit le praticien se met. Oui. J'ai pas réussi à faire une régression. Mais c'est quoi une régression? Il devrait se souvenir d'un moment choquant de sa vie. Ok? Est-ce que tu lui as demandé qu'est-ce que tu as mangé avant-hier? Ou quand est-ce que tu as eu ton chat la première fois? Ok, tu l'as le premier jour? Ok, ça y est, c'est une régression, ça. Ah ouais, mais non, mais c'est pas ça que je veux. Bah ouais, mais t'es pas précis par rapport à ce que tu veux. Et là, c'est peut-être toi qui es en attente excessive. Je veux qu'il arrive sur le moment clé qui est dangereux dans sa vie. Laisse le temps à l'esprit, mon pote. Ça se trouve, ça arrivera au bout de 3-4 saisons avec plusieurs régressions un peu comme ça où il se passe pas grand-chose. Et d'un coup, il y a un truc qui fait ah ouais, putain, ça. Et cool. Mais là encore, on a tellement vendu et je mets complètement en tort, nous, quand on enseigne, les anciennes générations, quand ils enseignent, parfois, on ne dit pas assez ou on le dit, moi, j'arrête pas de le dire, mais j'entends, quand je vois que les gars, ils ne comprennent pas, tu sens qu'ils ne veulent pas entendre ce que je suis en train de dire. Genre, je répète pour la 25 millième fois, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de magie. Dites-nous, c'est pas magique, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de truc de fou. Et des gens, ça fait 10 ans ou 7-8 ans qu'ils bossent, et ils me disent, ouais, mais je pensais qu'il allait se passer quelque chose. Mais putain, mais je vais te défoncer! C'est pas possible! J'étais très très déçu des séances avec toi. C'était pas mal. J'étais très déçu. C'est normal! Et tu fais, mais putain! On dirait pareil en avril à la formation. C'est pas magique. Oui, c'est pas mal, mais c'est exactement ça. Mais tu vois, cette espèce de truc, c'est un recadrage perso. Si on reprend cette notion en allant dedans, qu'est-ce qui pourrait être l'échec? C'est vraiment ça. C'est nous-mêmes, nos cadres ne sont pas clairs. Donc après, on n'a pas les postures qui vont. Et le cadre perçu par le partenaire, il n'a pas été entendu. Ouais. Mais même, c'est vraiment le truc qu'on n'apprend pas, ça aussi. Pose ton cadre. On nous donne des cadres à prendre et à copier.
qui sont même pas les nôtres. Mais personne ne nous apprend jamais. Et je pense, enfin, moi, je me pose la question, je me suis posé il y a un an que j'ai commencé à me dire, ouais, mais c'est quoi mon vrai cadre? Après un échec fantastique parce que j'ai pas tenu mon cadre et que je me suis pris la plus grosse tôle de mes pauvres 5 ans de carrière. Mais une tôle phénoménale. Et là, j'ai fait, OK, lui, le cadre, il va plus jamais bouger. Et ce sera le mien. Mais c'est ça. Regarde, j'en parlais il n'y a pas longtemps parce que ça me marque. Le nombre de psys qui se tapent leurs patients et qui sont mariés avec. Et tu dis, ça paraît con là ce que je suis en train de dire. Tout le monde dit, bah non, il faudrait quand même pas se taper les patients. Et je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, sur Hypnose, il y avait quelqu'un qui avait parlé un peu de transfert comme ça et du fait que c'est quand même pas très très bien de se taper ses patients. Enfin bon, voilà, apparemment, j'ai lu 2-3 trucs, on m'a dit que c'était pas hyper intelligent. Et là, tu as des hypnos en plus hyper reconnus, hyper sur la place, qui disent oui, mais moi, ma première femme, c'était une de mes patientes, ma deuxième aussi, et heureusement que l'hypnose, c'est de l'humain, c'est de l'amour, c'est du truc. Et là, moi, mon cerveau, il a fait je suis un tocard, ok? Oui, ta bienveillance, Pank, oui, ta bienveillance. Non, mais moi, j'en ai pas, j'en ai rien à foutre. Dans mon cas, il n'y a pas de bienveillance. Il y a on va tenter de faire au mieux. Après, ça peut être en te mettant des droites dans ta tête et en te tapant un coup de tête ou en te vendant des malabars, tu vois, chacun son truc. Mais t'as pas mis dans ton cadre en baisant ta patiente aussi. C'est un problème. Et si je le mets, je l'assume. Bah oui. Par contre, tu vois, je lisais Ferenczi, j'adore Ferenczi, etc. À un moment, lui, il a quand même proposé, avec tous ces problèmes qu'il a, comment on a appelé ça? La thérapie des deux côtés. En fait, ton patient fait la thérapie de toi en même temps. Ça n'a pas duré longtemps, mais je vais chercher des trucs parce que je pense qu'il y a quelque chose à vraiment bosser dessus et à créer des cadres spéciaux là-dessus. Je pense qu'il y a des vrais trucs hyper intéressants à mettre en place sur cette double thérapie. En tout cas, bref, dans cette notion, moi, ce qui m'avait marqué, c'est me dire, OK, donc, le cadre, s'il n'est pas clair, va t'emmener dans des états et des rationalisations et plein de biais qui peut créer des situations vraiment de merde, notamment te taper ta patiente ou te marier avec, tu vois. C'est pas normal comme notion. Maintenant, ça existe depuis Freud, ça existe depuis la nuit des temps et tout le monde semble à peu près OK à se dire c'est pas bien, mais l'amour. Et tu te dis, là pour moi on est dans l'échec. On est dans l'échec d'un cadre parce que quand tu es praticien, malheureusement, même si la fille te semble être la femme de ta vie, elle ne sera jamais la femme de ta vie. Hormis si pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne la vois plus. Tu vois qu'il y a un vrai cut. Mais là, tu vois les échecs possibles. Donc, tu vois, on arrive très souvent sur ce rapport de cadre. Là, c'est sur un cadre qui arrive après dans l'humain, qui est hors thérapie. Mais tu as tout le cadre au niveau de la thérapie. Et je pense que l'échec se trouve souvent dans cette dynamique-là. C'est-à-dire, on n'a pas bien cadré, on n'a pas bien fait comprendre notre cadre, on n'a pas été clair, ou peut-être qu'on avait peur d'appuyer notre cadre. Et donc, il va y avoir un retour. Et n'oublions pas, le retour vient de notre partenaire. Il n'y a que lui qui peut jauger, juger si ça lui convient. Et c'est lui qui va dire échec ou succès. Nous, après, on peut se dire ma séance a été bien ou a été mal. J'ai foiré ou j'ai réussi. Mais en fait, c'est un branlage intellectuel plus qu'autre chose. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on est dans une expectative de ce qui a pu se passer et non pas des feedbacks qui ont été donnés. Les seules choses que l'on peut réétudier, c'est ce que notre partenaire a dit pendant et à la fin de la session. C'est tout. Ouais. D'où nos enregistrements, tu vois, se dire, OK, d'accord, là, tu vois, il m'a dit ça, OK, donc ça a l'air d'être cool. Il m'a dit ça, OK, c'est cool. Ouais, là, il y a un truc qui a l'air d'avoir bloqué. Tiens, je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas perçu. Mais je ne peux même pas dire c'est un échec ou pas. C'est, tiens, un manque d'attention ou tiens, ça, je ne l'ai pas capté. Tiens, qu'est-ce que ça a pu créer à l'intérieur de moi, etc. Après, tu peux travailler là-dessus. Mais les seuls, ça va être de te dire ça marche ou ça ne marche pas. Après, moi, j'ai eu, toi, quand tu as dit, ouais, j'aimerais qu'on papote des échecs, je me disais, mais qu'est-ce que moi, j'ai considéré comme des échecs, mais qui n'ont pas été dénommés comme tels par mes partenaires. Si, une fois, il y avait quelqu'un qui était trop marrant. Ça allait être ma prochaine question, ça allait être quel était ton plus gros échec, celui qui t'a retourné la tronche ou qui a peut-être changé un vrai truc dans ta pratique, ou est-ce qu'il y en a un? Alors ça, j'ai jamais ressenti. Je te dis, je suis tellement, tellement l'habitude de me prendre des tôles que j'ai jamais eu de trucs genre
moi, je ne me suis jamais trouvé génial, bon ou autre. Hein, je suis juste un taffeur. Donc, tu sais, un taffeur, c'est tu as eu un bon round, tu as eu un round moins bon, tu as eu un KO, tu as refait un autre combat, tu as mis KO. Tu sais, pour moi, c'est pareil, ça fait partie du process. Donc, je n'ai pas cette notion à me dire, ah, ça m'a fondamentalement changé ma pratique. Non, non, je me suis vu virer des gens à dire, non, mais en fait, ça passe pas. Ça passe pas parce que justement, je me souviens, j'avais créé, c'était au début de mon boulot des cadres où je commençais à être de plus en plus strict et la personne n'entendait pas le cadre que je voulais dire. Et je me souviens de couper une personne et dire, mais c'est bon, je ne suis pas ton psychanalyste, fous-moi la paix. Et la personne me dit, oui, mais ça me fait du bien de parler. Mais je dis, j'en ai rien à foutre que tu parles, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, là, j'étais dans ma notion solutionniste, c'est trouver une solution. Maintenant, je t'ai proposé des solutions. Dès que tu essayes de les mettre en place, tu ne le fais pas. Donc, il y a un truc que je te propose qui ne passe pas. Et tu reviens pour faire de la psychanalyse. Échec. Tu vois, dire, bah là, pour moi, je me suis senti complètement en échec du cadre et de ne pas avoir été en fait écouté à ce moment-là. Après, il y a une notion où je réfléchissais sur l'échec. Il y a les séances qui peuvent donner une sensation de réussite et la thérapie qui est un échec. Et inversement, des sessions de merde qui emmènent quand même à une thérapie qui est dans le succès. Toi, c'est complexe. Alors, moi, bien sûr, dans mon cadre, je suis prêt à ce qu'une thérapie dure des années. Et je sais que ça va beaucoup à l'encontre de ce que pensent les hypnos. Mais parce que tout ce qui va être symptomatique, ça peut passer assez vite. Et effectivement, allez, on va reprendre un peu à la caille. En moins de 10 séances, tu peux à peu près gérer tous les symptômes. Gérer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus. Ça veut dire c'est gérable. La personne, elle est plus phobique, mais elle a peur. La personne, elle est plus en souffrance absolue, elle a mal. Tu vois, c'est géré. Là aussi, tu vois, pour les notions d'échec, c'est que beaucoup de personnes veulent des absolus. Parce que des mecs comme tous les livres qu'on lit ou tous les profs qu'on peut avoir nous font croire que eux, c'était le mec qui était à 10, il passe à 1. Mais ça, c'est des absolus. Il faudrait pouvoir voir à la fin de la vie de la personne si ça a marché toute sa vie, quoi. Mais c'est ça, de toute façon, tu ne peux pas savoir. Et puis, tu ne dois pas, toi, être en attente excessive de te dire, je vais faire passer la personne de 10 à 1, tu vois. Moi, sur les gens qui viennent me voir pour des phobies, je leur dis, les gars, tu as une phobie, c'est-à-dire que tu vois une souris, tu es en freeze et tu ne peux plus rien faire, c'est ça? Ouais. Et vraiment, tu es en mode panique, limite, tu as des sueurs froides et tout, c'est ça? Ouais. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te descendre au niveau j'ai très peur. Sauf que nous, on nous a appris quoi? On va retirer une phobie. On va recadrer son truc. Non, non, non. Je pense que cette notion qui amène à une sensation d'échec, c'est de se dire ah bah merde, il a encore peur des souris. Ou il fume encore. Moi, quelqu'un qui fume 2 paquets et demi par jour, qui fume 2 clopes par jour, c'est un échec sur la notion du partenaire. Ouais. Mais pour moi, ça va, tranquille. Parce que j'admets la notion de temps. Parce que je ne crois pas à l'absolu. Parce que je ne crois pas à des miracles de ouf. Et oui, je l'ai vu, bien sûr. J'ai eu des gens qui fumaient beaucoup, qui jour en an ont arrêté. J'ai eu ça avec plein de choses. J'ai eu des gens qui ont perdu 50 kilos. J'ai eu des... Oui, super. Mais l'exception ne fait pas la généralité. Or, les gens, dans tous les travaux, nos profs et tout, ils nous ont proposé leurs exceptions comme étant des généralités. Ce qui nous amène, nous, à nous dire je suis en échec. En fait, je ne suis pas bon. Mais pense, et là, alors, c'était un truc que j'avais eu avec une des écoles dans lesquelles j'avais été, et ça m'avait un peu énervé. En fait, derrière, qu'est-ce que ça permet quand toi, tu es dans le doute et te dire je ne suis pas bon? Tu rachètes, tu reconsommes, tu refais. Ouais, c'est marrant parce que je voulais parler justement de cet excès de formation à jamais aller sur le terrain, machin. Parce que dès que tu vas vraiment sur le terrain, tu te viandes et tu te dis attends, je vais refaire une formation, il me manque des trucs. Oui, mais tu te viandes, tu vois, c'est là où il faut cadrer qu'est-ce qui est se viander. Qu'est-ce qui est se viander? Un débutant, se viander, c'est qu'ils n'ont pas un résultat en une séance, en fait. Et donc, c'est une question de cadre. Tu dis au gars, laisse-toi 10 séances. Laisse-toi 10 séances. Oui, mais mon partenaire, il ne va pas accepter. Laisse-toi 10 séances. Ton partenaire t'inquiète. Moi, j'ai des partenaires, ça fait des années. Alors, je les ai une fois par mois, une fois de temps par-ci, par-là. Ça fait des années que je les ai. Des années. Et ça ne dérange personne. Tu respectes le rythme de chacun. Et peut-être qu'à un moment, ton partenaire va te dire ouais, non, là, ça ne me parle pas, je veux arrêter. Pas de problème, ou tu ne te rappelles même pas, tu vois, c'est pas grave. Mais tu vois tout le truc, c'est que le cadre qu'on nous a proposé est d'entrée quelque chose qui va nous emmener à l'échec.
Parce que non, tout le monde ne va pas arrêter en 3 séances des trucs. Non, tout le monde ne va pas aller mieux en 3 séances. Non, ce n'est pas parce que tu as géré le symptôme que la personne se sent mieux que dans le fond, elle va se sentir mieux, etc., 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 etc. Et là, on a un vrai problème à ce niveau-là. Vrai problème. Donc, moi sur mes sensations de plus gros échecs, si on peut prendre ces plus gros trucs, ça a été surtout sur ces cadres. Tu vois, je me suis vu avec cette personne-là qui prenait la psychanalyse. Je me souviens d'une qui était revenue. Première session, je ne me souviens même plus c'était quoi son pathos. Bon, bref. Elle vient, elle se sent vraiment mieux. Elle revient pour une deuxième, et moi, je lui ai dit, si tu te sens bien, là, on va aller chercher la merde. Hein. Oui, t'inquiète, je me sens bien. Deuxième session, l'enfer du Vietnam. Elle a vécu un mois d'enfer. Elle revient. Ah oui, non, elle revient et devant ma porte, elle me dit non, je suis juste revenu pour dire que je te déteste, que ça t'est pourri, je me sens mal depuis un truc. Et là, tu dis intéressant. Je dis vas-y, rentre. Ouais, mais non, je veux pas de séance et tout. Non, mais assois-toi. Puis après, hop, on papote, je recale le truc. Et après, elle se sentait mieux par rapport à tout ça, mais j'ai jamais revu. Parce que, tu vois, on est passé sur à aller de plus en plus profond. Or, on sait que plus tu vas dans des strates, plus qu'à un moment, tu es sûr que tu ne seras pas bien. Hein, plus ça tape. Ah oui, c'est ça. Donc, là, tu peux te dire, en feedback externe, échec. Moi, d'un point de vue interne, je fais intéressant. Tu vois, j'ai vraiment cette notion à me dire, OK, est-ce que j'aurais dû arrêter à la première session? Mais c'est elle qui me demande une seconde. Est-ce que j'aurais dû juste confirmer la première? Ou est-ce que mon principe, mais mon cadre était, on va quand même chercher ce qui ne va pas amplifier ce qui va. Ouais, ça aurait pu être qu'elle n'a pas compris aussi que ça allait vraiment être la merde en fait. Ouais, mais c'est qu'elle pensait que après ce qu'elle avait suivi de pourri dans sa vie, et en se sentant mieux, elle était prête à aller creuser plus loin, alors qu'en fait, pas du tout. Tu vois, c'est à la place de se dire, bon, on met un plat pendant un laps de temps, mais je me sens mieux quand j'enlève le plat, mais je dois faire un peu de muscu. Elle a directement fait des pompes avec son truc et c'est à répéter, tu vois. Tu ne peux pas aller chercher trop vite les choses. Et moi, là-dessus, c'est vrai que j'ai aucune pitié. C'est-à-dire, tu reviens. C'est pas tant pis pour toi. Mais parce que c'est dans mon cadre. Moi, c'est vraiment une recherche en interne. Tu vois, dans le principe, c'est d'aller dans une intégration de ces différents de soi-même et de s'intégrer et de s'accepter comme on est. Donc, bien sûr qu'il y a plein d'ombres que tu n'as pas du tout envie de taffer. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Un des trucs que je trouve très, très complexe, et j'en parle souvent parce que j'ai des copines qui sont anorexiques. L'anorexie, je trouve que c'est complexe. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges. En fait, il n'y a pas un vrai, cheminement profond pour beaucoup d'anorexiques. Et c'est dur quand je dis ça à des anorexiques, ils vont me dire mais si, j'ai vraiment envie. Mais quand on commence à vraiment à faire les séances et à recadrer, il y a des moments où on dit mais non, je ne veux pas lâcher le contrôle de ça, je ne veux pas aller là-dedans, je ne veux pas faire ça, non, je ne veux pas me faire manipuler, je ne veux pas ceci, ça. Et tu dis waouh, ça va être très complexe. C'est pour ça que souvent, moi, quand je dis aux débutants les troubles du comportement alimentaire, boulimie, anorexie, je ne parle pas surpoids, je parle boulimie, anorexie. Faites si vous avez la sensation que c'est quelque chose qui vous parle, parce que souvent, il y a des personnes qui l'ont vécu, donc ils vont avoir un modèle qui peut parler. Mais si tu l'as vécu et que tu l'as encore, il y a des moments où il faut se poser la question. C'est pas forcément... c'est pas forcément mauvais, tu vois, il y a beaucoup de personnes croient qu'il faut avoir géré tous ces problèmes pour gérer les autres, tu vois, pour revenir aux personnes qui commencent et qui se plantent ou qui trouvent qu'ils doivent toujours plus se former. C'est pas vrai, c'est comme tu peux être fumeur et un très bon praticien d'arrêt du tabac, ça ne pose aucun problème. Les gens vont dire t'es pas congruent, non, mais peut-être que lui il a juste pas envie de fumer, tu vois, pas envie d'arrêter de fumer, c'est pas un problème en tant que tel. Par contre, il faut être OK avec la dynamique et avec ce qu'on peut réellement attendre. Moi, j'ai rarement vu, je l'ai vu, mais très rarement, des personnes qui, par exemple, étaient anorexiques, qui remangent normalement pendant des années. Pendant le laps de temps, pas de problème, pendant des années. Sans qu'il y ait à nouveau des rechutes un peu hardcore. Là, je parle pour les cas extrêmes, je ne parle pas pour les petites anorexies, mais vraiment extrêmes, où tu vois ceux qui sortent de clinique, en l'occurrence, où tu vois que
il y a quand même ce pattern. Et ce pattern-là, il y a des moments, te dire qu'il y a un succès, moi, je suis toujours à me dire, on est dans quelque chose qui avance, mais de là, à parler de succès, faut pas aller trop, trop loin, pour moi. Bon, après, des séances de merde, j'en ai fait, mais j'en ai fait what millions. Ce qui est assez drôle, moi, je parle d'un postulat très simple, et je l'ai mis dans mon cadre il y a des années, c'était, tu ne reviens que si tu as l'impression que tu avances. Si tu n'avances pas, reviens pas. Si tu as l'impression que ça pourrait être une autre séance qui permettra tu fais une séance, tu as un feedback qui te convient, tu peux revenir. Si tu as l'impression qu'il n'y a rien de rien qui change, ne reviens pas, ça ne sert à rien. Quoi, changer, moi je ne suis pas dans le mot changer, mais si tu n'as pas une notion où il y a des recadrages ou des éléments qui commencent à parler et à te permettre, toi, d'être dans une mise en place d'options. Donc, à partir de là, je peux dire, j'ai eu plein d'échecs parce que j'ai plein de gens qui ne sont pas revenus. Mais en même temps, j'en sais rien parce que ça se trouve, c'est juste parce qu'ils se sentent bien. J'en sais rien. Et il y a des années, je demandais des mails. J'ai arrêté complètement parce qu'en fait, c'est hyper paternaliste. Et puis, je trouve que dans le cadre, chacun doit vivre sa vie et tu ne dois pas être paternaliste. Pour savoir comment ils vont après ou un truc comme ça. Ouais. Mais en fait, tu n'as pas à le faire. C'est eux qui le font ou ils ne le font pas. Tu vois, c'est à partir d'un certain moment, c'est OK, pas OK. Et donc, dans cette dynamique-là, au bout d'un moment, je ne savais plus du tout si ça avait aidé ou pas aidé. Et tu le sais quelques années plus tard, genre, tu peux te dire, tiens, je ne vais pas aider cette personne-là. Et tu as une personne qui dit, mais c'est machin truc qui m'a dit de venir. Et là, tu dis, mais de mémoire, pas revenu, je pense que j'avais fait des trucs qui ne convenaient pas. Et en fait, tu envoies du monde quand même. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui a fonctionné. Mais ça, si la personne ne te dit pas, tu ne peux pas savoir. De ma manière de voir. Après, si on est sur la notion techniquement des choses qui ne passent pas, mais laisse tomber. Moi, quand j'ai fait mes tests en SDL sur tout le monde pendant des mois, tu avais une personne sur deux, ça ne passait pas. Voilà, continue. Mais plein de trucs, des régressions en vie antérieure, des modélisations, des submodalités, des trucs, mais je l'ai fait dans tous les sens. D'un point de vue technique, je faisais mes trucs et je les répétais. Il y a plein de fois, ça ne passe pas. Mais ça fait partie d'un truc. C'est tu sais donner un gauche-droite, et en match, tu donnes ton gauche-droite et tu sens qu'il n'y a aucun impact, ça ne rentre jamais. Ça ne veut pas dire pour autant que tu ne sais pas faire un gauche-droite. Mais les gens, ils vont assimiler ça. Genre, j'ai pas mis KO en gauche-droite, donc mon gauche-droite est de la merde. Ben non. C'est juste que là, c'est pas passé, quoi. Donc, ça ne veut pas dire, tiens, techniquement, je ne sais pas le faire, je n'ai pas mis correctement en transe, il a pas eu une catalepsie. Non, mais détends-toi, sois pas en attente d'eux. Il y a aussi ça. Alors, pour moi, en tant que praticien, on doit attendre que dalle. Mais vraiment, rien, que dalle. Nous, notre job, c'est faire notre job. On n'a pas à attendre que la personne aille mieux. On a juste sur, OK, est-ce que quelque chose est en train de s'enclencher? En gros, on regarde des rouages, on regarde des patterns, et on est en train de mettre de la graisse, enlever un truc, changer peut-être le circuit, etc. Lui proposer, parce que nous, en plus, on n'a pas la main à 100%. Mais je n'ai pas à attendre quoi que ce soit. Quand quelqu'un me dit, je veux aller mieux vis-à-vis de ça, tu fais, Inch'Allah, tu vois, j'en sais rien. On va faire au mieux pour, mais j'attends rien. J'attends ce que tu me donnes, c'est-à-dire ton retour. Et c'est ton retour qui a de l'importance et pas moi ce que je pense de ton retour. Je m'en fous, c'est toi. Donc, toi, il y a aussi cette notion-là qui peut être à prendre en compte. À se dire à un moment ou à un autre, là, factuellement, qu'est-ce que moi, je vais pouvoir mettre en... Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme énergie dans ce que je fais et non pas dans ce que j'attends. Or, les gens, ils sont en échec parce qu'ils sont en attente. Moi, je me dis juste, OK, et si la personne revient, tu dis, OK, c'est qu'il y a quelque chose qui a au moins permis d'eux. Alors après, là encore, je te dis, il y en a qui ne captent pas trop les cadres. Je me souviens d'un cas qui a été assez étonnant, je le raconte assez souvent. Quelqu'un qui voulait des enfants, puis au bout de quelques séances, elle me dit clairement, je ne veux pas d'enfants. Tada! Tu vois, il n'y a plus rien à faire, c'est tada! Bon, je lui fais répéter. Répéter. Sois clair avec ça, t'es bien OK. Ouais, non, mais c'est clair dans ma tête.
qui revient X temps plus tard et ouais, j'aimerais bosser sur les enfants. Comment ça? Ouais, j'aimerais bien. Tu sais, je suis en train de faire des démarches pour en avoir. Ok, dernière session, tu te souviens de quoi? Rien, on n'a pas poté un peu de ça, je crois. Ok. Et là, tu dis, ok, c'est mort. Parce qu'il y a des moments, il va y avoir des trucs hyper importants, mais on n'est pas prêt à les entendre. Et on le dit nous-mêmes, mais on n'est pas prêt, on n'a pas envie. En version hyper simplifiée, un lapsus, tu vois, il y a des moments où on est dans une conversation un peu sérieuse, il y a des trucs où on touche des éléments un peu sensibles de nous, on fait un lapsus qui est hyper intéressant, et on dit non, mais j'ai voulu dire autre chose. Non, mais ça c'est intéressant, écoute-le. Et même si tu l'écoutes, tu dis non, ça ne me dit rien, alors que toi, d'extérieur, tu dis quand même, ça répond un peu tout à ta problématique, mais bon, t'es pas prêt. Et là, tu peux dire ah, fuck, parce que moi, ce que je veux dire, je dis mais tu sais, ça ne sert plus à rien de bosser ensemble. Parce que je ne vais pas te dire ce que tu m'as dit, parce que là, je n'ai pas à lui dire. Mais tu n'es pas forcément ouverte à ça. Donc, on va voir quelqu'un d'autre. Et ça ne vaut pas le coup dans ces moments-là d'enlever les couches d'oignon petit à petit. Ouais, alors, mais bien sûr. Un temps plus tard, voilà, si on est arrivé là, tu vois. Oui. Ouais, mais ça aussi, ça, j'ai constaté, il y a des. Il y a des moments quand on arrive à un certain niveau des patterns. Moi, j'avais divisé les patterns en 3, tu vois, pattern primaire, secondaire et tertiaire. Primaire, c'est limite proche de tes caractéristiques premières, donc ta personnalité, les trucs qui ne changeront jamais. Secondaire, c'est les macros, tu vois, c'est tout ce qui va créer après nos comportements et l'ensemble de processus de pensée basiques, etc., etc. Donc, souvent, on bosse sur les secondaires. Nous, souvent en primaire, puis les secondaires, primaire, souvent symptômes, et puis un peu plus sur du causal en profond. En secondaire. Et en tertiaire, en l'occurrence tout en haut de la pyramide, tout ce qui est lié à la personnalité, j'avais fait pas mal de boulot pour tenter d'y aller. Donc, je voyais qu'avec un certain type de questionnement, on arrivait à toucher des éléments hyper proches de la personnalité, des patterns de ce que l'on est. Et en fait, dès qu'on commençait à mettre ne serait-ce qu'un doigt dessus, les gens, ils se désintégraient complètement. Soit, j'en ai, ils ressortaient de session, je les voyais en mode zombie. Mais vraiment, hein. Genre, je ne me souviens plus. Attends, je vais noter ce que j'ai fait. Puis tu lis leurs notes, tu fais, mais c'est pas du tout ce qu'on a fait là. Genre, le cerveau, il dit non, ça, non. Touche pas. Je l'ai vu en formation, sur des formations, tu vois, sur plusieurs semaines de formation avec certaines personnes, où elles me disaient à un moment, je ne sais plus, je ne sais plus qui je suis vraiment. On a touché des trucs qui fait que la personnalité, elle est en train de dire non. Pour les gens qui sont plus sur la pyramide de Diels, c'est quand Diels il dit ouais, mais on peut toucher l'identité. Franchement, je l'ai testé plein de fois sur des gens. Les mecs qui ne sont pas prêts. En fait, on n'est pas prêt. Mais je pense qu'on ne sera jamais prêt. C'est tellement ce qui nous identifie que si on modifie ça, moi j'ai vu des gens, je te dis, pendant un moment, je l'ai beaucoup testé pour voir, parce que je me disais, mais non, mais si on commence à bosser là-dessus, et qu'en plus, il y a les portes qui s'ouvrent. Alors après, avec du questionnement, et plus les trans vont dans un certain niveau, et plus les réponses sont intéressantes, tu te dis, là, on va trouver quelque chose de passionnant. Et il y a comme une partie de nous qui dit, non, mais si là, je le fais, je me déstructure complètement. Et donc, l'ensemble du système qui me connaît, l'ensemble du système que j'ai construit en interne et en externe, n'est pas prêt à un changement qui va vraiment faire ça. Et c'est aussi pour ça qu'avec les années, j'ai dit, la magie, laissez tomber. Parce que le moment où ça pourrait être magique, tu vois, un truc hyper intense qui transforme tout, en fait, on n'est pas prêt. On est prêt quand on lit Bouddha et avoir un éveil, tu vois. Mais quand ça nous arrive, en tout cas, quand j'ai vu des personnes, et comme je te dis, on frôlait, toucher du doigt le truc, on commençait à arriver sur des patterns tellement intenses que les personnes, je les voyais en train de bégayer, en train de me regarder comme ça avec des yeux en mode zombie et faire je sais pas, et en même temps, ils te sortent plein de mots et plein de trucs qui commencent à mettre en lien et des éléments. Tu dis non, mais si on va plus loin, qu'est-ce que tu fais à la psyché de la personne? Ouais, parce que peut-être que Deep, tu parles de personnalité dans le sens faux self, des faux trucs qu'on a mis par-dessus en protection. Exactement. Pas du tout de trucs de base identitaire. Ouais, mais regarde, il dit la seule chose qui peut changer, c'est la spiritualité. Ah, mais parce que tu mets un autre faux self dessus, à la place. Ouais, mais dans ce cas-là, moi, je suis pas OK avec sa pyramide.
par rapport à ça. Après, il y a plein de choses que je trouve géniales dans sa pyramide. Mais là-dessus, je ne suis pas d'accord avec lui. Et pour moi, tu ne changes pas la personnalité des gens. Et tu vois, c'est par ça où, en fait, je suis parti d'une thérapie du changement à dire, mais non, on ne change pas. Parce que fondamentalement, les piliers de base de nous-mêmes, on ne les change pas. Et si éventuellement il se passe quelque chose, c'est là où on risque d'avoir des dédoublements psychiques, des troubles de la personnalité et tout. Le mot trouble de personnalité, je trouve qu'il dit tout, tu vois. C'est ta personnalité, elle est en train de se déstructurer. Personnalité multiple, schizophrénie. Ça, c'est qu'après, tu as juste sur du morcellement ou des trucs comme ça. Exactement, des morcellements truc, en fait. Et là, tu dis, bah non, c'est pas jouable. Donc, tu vois, ça aussi, ça te ramène à une notion, ok, donc on peut aller jusqu'à un certain niveau. Mais quand les gens disent, j'ai complètement changé, t'es sûr? Non, parce que moi, je veux bien, mais on va papoter. En fait, tu as tes patterns que tu as réorganisés autrement, mais ça reste toujours la même base. Voilà. On est parti que totalement à côté. Ouais, c'était bien. On était dedans. On était dedans. Ouais, parce que là, on est dans l'échec du changement de la personnalité. Ah ben oui. Mais tu vois, ça peut revenir sur le principe de est-ce qu'on peut changer complètement? Pour moi, non. Parce qu'on va droit à l'échec. Ou sinon, on risque un morcellement psychique. Et c'est là qu'on devient dangereux, je pense. Pardon? C'est là qu'on devient dangereux, je pense, quand tu ne sais pas où est-ce que tu tapes. En fait. Ouais. Mais attends, avant d'arriver là, parce qu'on a tellement des protections, des automatismes de pensée, des patterns qui s'enclenchent et tout, qu'avant d'arriver à ce moment-là, tu peux y aller. Hein. On est vraiment dans la science magique. Ouais, mais tu vois, moi, c'est vraiment un truc où justement, pour les gens qui sont dans cette recherche de dire l'espèce de surpouvoir de l'hypnose ou de la thérapie, il y a des moments, je me dis, est-ce que les gens estiment être une réussite, c'est-à-dire la personne qui switch complètement, est quelque chose de forcément sain? Parce que, on le dit beaucoup, hein, pourtant on dit tenter de rester homéostasique, mais ce n'est pas toujours possible et pas toujours le cas. Un changement complet d'une personne n'est automatiquement pas homéostasique. Et cette volonté, cette attente, et ce qui fait que donc le praticien se sent en échec, c'est de vouloir justement cette espèce de switch incroyable que la personne pourrait vivre avec une méga prise de conscience, avec un changement des comportements. Alors les comportements, bien sûr, ça on peut les changer, c'est pas un problème. Mais c'est parce que je pense qu'il y a une illusion derrière. Un comportement n'est pas la personnalité. Donc la personne n'a pas changé. Je reprends souvent mon exemple, des gens qui sont des gros businessmen qui d'un coup arrêtent, ils ont gagné des millions à la bourse ou n'importe où, arrêtent, deviennent moines et après se mettent dans le dev perso et après ils deviennent un gourou du dev perso. Tu dis, en gros, il est pareil. Pardon ? D'ailleurs, l'excès, il est pareil, il se met du Ouais, c'est ça. Ta compensation est exactement la même, c'est juste que comportementalement, tu n'as pas l'impression d'être la même personne. Mais ça, c'est des illusions. Or, tu as beaucoup de... Robbins, c'est ce qu'il propose. Robbins, c'est beaucoup dans une restructuration comportementale qui est hyper impressionnante où la personne dit moi, je faisais rien et d'un coup, j'ai commencé à faire plein de vélo. Avant, je fumais de la weed et maintenant, je fais du vélo et je suis marathonien. Oui, en fait, tu fais la même chose. C'est une compensation par rapport à quelque chose. Oui, mais c'est constructif. Oui, d'accord. Mais là encore, on ramène sur qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif et comment tu vas percevoir les choses. Et là encore, est-ce que toi, en tant que praticien, on prend cette notion toujours par rapport à l'échec, est-ce que quelqu'un qui fumait de la weed, qui devient marathonien, pour toi, est-ce que c'est un succès? Moi, je dirais non, parce que du coup, la structure, elle restait la même derrière. Quoi. Pour moi aussi, mais il y en a plein qui vont dire, non, il a une vie plus saine, il est heureux, il a rencontré sa femme, maintenant il fait des marathons. Sauf qu'en fait, ce qu'on l'a aidé à faire, c'est juste passer d'une compensation à une autre compensation. Alors, je prends du chocolat et puis maintenant je prends des Kinder. Attends, je vais m'arrêter. Du coup, quand on parle de déplacement de symptômes, est-ce que c'est pas forcément obligatoire à un moment de juste déplacer ton truc ailleurs si tu veux pas toucher des gros trucs de personnalité qui ne sont pas touchables, quoi? Je pense que si, mais par exemple, c'est pas ce qu'on nous enseigne en PNL. C'est même pas ce qu'on nous enseigne en hypnose. Officiellement, on n'a pas de déplacement de symptômes. Il n'y a pas de compensation. C'est ça que vend l'hypno-PNL. Donc là, je mélange la PNL, l'hypnose ericksonienne, néo-ericksonienne actuelle, qui est hyper basée PNL. Il n'y a pas
il n'y a pas de déplacement de symptômes. Il n'y a pas de compensation. Et ça, Bandler a fait que de le répéter. Tu dis, ben, si factuellement, il y en a. Mais pour eux, à partir du moment où c'est... Alors peut-être, hein, c'est une incompréhension de ma part, ça se trouve, il n'y a pas de déplacement de symptômes de négatif vers négatif. Mais un déplacement d'un symptôme qui amène du positif, donc c'est plus un symptôme, mais c'est une ressource. Tu vois, après, ça, tu peux jouer sur la sémantique là-dessus. Ce qui a été mon défaut, bah, on revient au truc de départ. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. Bah, en fait, ma compensation est devenue ma force. Oui, mais c'est pareil, c'est ta force sur le moment. Mais comme à un moment, ta compensation était une force aussi à un moment. C'est sûr. Le mais truc, ça reste... à un moment, t'es marathonien, tu fais de l'Ironman, machin, tu te blesses, t'as plus de famille, t'as plus de... Ça peut partir pareil, en fait. Ah bah, ça se trouve, tu fumais de la weed, tu te blesses après 25 marathons et que tu es un gars hyper connu et tu tombes dans Tu l'alcool. fumes de la weed parce que t'as mal. Oui. Et tu vois, c'est cette notion-là. Et le problème, je pense que dans l'échec et la réussite, on va avoir cette notion-là. C'est que l'échec est connoté négatif. Donc, tout ce qui est négatif, c'est de l'échec. Et la réussite est connotée positive. Donc, tout ce qui est réussite, tout ce qui est positif est réussite. Ouais. Et c'est ce que je te disais d'entrée. Pour moi, l'échec est positif, est quelque chose de très bon. Parce que d'entrée, on est dans cette réflexion de se dire, bah, de toute façon, il n'y a rien de cool à perdre, mais ça fait partie de la vie. Donc, plus vite j'apprendrai à encaisser, me relever, retourner sur le ring ou retourner m'entraîner ou relire mes bouquins, mieux ce sera. C'est comme ça. J'ai eu mes examens, j'ai des notes de merde. Bah, ok, ça veut dire que ma méthode là, elle n'est pas bonne et il faut que je continue à étudier. Point. C'est comme ça. La réussite, c'est pas le résultat, c'est de continuer à faire. Ouais. Bah, après, est-ce que c'est une réussite? En tout cas, c'est ce qui, pour moi, nous permet de se dire, il y a des résultats qui nous amènera. Après, est-ce que c'est des résultats qui nous conviennent ou pas? C'est à voir. Mais pour l'instant, j'ai une preuve complètement perso, hein, mais le boulot te permet tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas la rencontre, il n'y a pas... moi, tout ça, je vais chercher, tu vois, la quête initiatique de dire, je rencontre le maître, le père, d'une certaine manière, les personnes, la femme, les amis, les trucs. Et en fait, tu te dis non, le seul truc stable, vraiment stable, et en fait, toute ta vie, tu pourras le faire d'une manière ou d'une autre, c'est taffer. Ça demande, par contre, discipline, rigueur. Hein. Après, tu peux taffer en faisant le bordel, hein, mais au bout du compte, tu as cette notion-là. Et le taf, c'est pas sexy, c'est pas quelqu'un qui t'entraîne dans quelque chose. Non, c'est toi avec toi-même. Et une répétition. Il y a un truc, il y a un truc un peu emmerdant dans le boulot. Ouais, tu me vends pas du rêve. Ouais, c'est ça, mais ça vend pas du rêve. Hein. Et je pense que moi, j'aime bien lire tous les biographies. Moi, je suis un fan des mecs qui ont créé les fast-food. Je suis un taré de ces gars-là. Parce que je me suis dit, putain, d'un truc aussi con qu'un burger, ils en ont fait une industrie de malade mental. Et je me suis dit, mais comment on peut, avec un sandwich, faire un truc comme ça? J'ai trouvé ça génial. Et donc, j'adore voir leur mindset. Et celui que j'adore, et que tout le monde connaît, hein, c'est le général Sanders, le colonel Sanders, avec KFC. Tu te dis, mais trop bien, papy. Lui, il s'est vautré tout le temps. Mais t'en as plein. En fait, t'en as plein. Là, je lisais celui qui a créé Filet Chicken, Wendy's, etc., etc. Même chose, les mecs, c'était pas des... Quoi, que le mec de Wendy's était Thomas, il s'appelle le mec... Il a été quand même bien chaud. Mais il s'est quand même bien cassé la gueule à des moments où il a pris des trucs qui n'allaient pas. Et tu sens les bourreaux de boulot, en fait. Quand tu lis leurs bouquins, tu dis « Ah putain, ils n'ont pas de life. » Mais pas de life. Il n'y a que le mec de Chicken Filet, qui est inconnu en France, et qui a une espèce de KFC qui fonctionne très bien aux US. Le mec, il était chrétien, et en fait, là où il ne prenait pas sa journée de boulot, et d'ailleurs, c'est le seul fast-food aux États-Unis qui fait ça, le dimanche, ce n'est pas ouvert. Donc, tu as un des trucs qui est dans les 5 puissances de fast-food des États-Unis, qui est fermé le dimanche. Donc, il y a du repos. Tu vois, tu te dis quand même, il y a un truc de ouf. Donc, comme quoi, vraiment, c'est toute une manière de penser. Mais par contre, tu as une logique du travail qui est phénoménale. Tu lis Elon Musk, c'est un monstre de travail. Tu lis Jeff Bezos, c'est un monstre de travail. En fait, si tu enlèves tous les trucs de ils sont doués, ils sont balèzes, ils ont trouvé les bons leviers, les bonnes personnes, ils ont de la chance, ils ont du truc. Non, le mec, c'est des taffeurs de ouf. C'est vraiment des taffeurs de ouf. Et dans le sport, la même chose. Tu as les mecs doués, à un moment, ils vont se faire battre par des mecs qui bossent.
Et nous, on avait un espèce de surdoué comme ça dans les sports de combat qui a fait du MMA et tout. Il s'appelait BJ Penn. Le mec, c'est un Hawaïen. Et tout le monde disait c'est un mec prodigieux. Quoi. Et vraiment, ça a été le premier non brésilien à être champion du monde du jiu-jitsu brésilien en ceinture noire. Ça a été le premier à gagner 2 catégories à l'UFC. Tu vois, le mec prodigieux. Sauf que c'est un branleur. Et à un moment, tu vois, il a fait tous ces trucs. Il n'était plus galvanisé par quoi que ce soit parce qu'en fait, au bout d'un moment, les défis, ça va. Donc, il a arrêté de bosser. Il s'est fait défoncer, mais sale, tu vois. Sale. Et tout le monde disait, tiens, il n'a pas de cardio, tiens, il n'a pas de truc. Mais en fait, il n'a pas le fond, c'est-à-dire le travail. Le truc que tu dois bosser tous les jours. Il ne l'avait plus. Et c'est là où on se disait, bah, effectivement, quand tu as du génie et que tu as du boulot, ces mecs, ils sont inarrêtables. Vraiment. Je pense qu'un Bezos, par exemple, le mec, il est inarrêtable. C'est un monstre. Mais beaucoup de mecs ne sont pas des génies et sont des taffeurs. Et donc, vont monter des trucs. Et là, tu prends Sanders, tu prends Ray Kroc. Tu vois, tous ces mecs-là, Ray Kroc, c'est McDo. Hein. Tu dis, mais mec, on t'a fait. Et je pense que pour les personnes qui ont la flip et qui se disent, ah, j'ose pas, bah, en fait, oser parce que faut taffer. Et tu vois, c'est ce que je mettais sur les compagnons, là. C'est dire, fermez vos gueules, pratiquez. Mais je pense qu'ils n'osent pas aussi parce qu'ils ne bossent pas. Même leurs cours, les trucs comme ça, moi, j'ai brillé en 3 ans de formation. J'ai eu envie de les tuer. Ils foutent rien. Ils ne bossent pas. Donc forcément, tu n'oses pas. Bah oui, tu n'as rien foutu. Tu n'as rien compris de ce que tu fais. Ouais, mais tu vois ça c'est des gros problèmes, surtout quand tu fais tout un cursus. Quand tu fais quelques cours, je ne dis pas, mais quand tu fais tout un cursus, tu as pour un mois et demi de formation, divisé sur X semaines dans l'année. Entre-temps, moi, c'est ce que je disais à mes gars qui voulaient faire plusieurs trucs. Je dis, vous m'envoyez des vidéos. C'est obligé. Oui, mais il n'y a pas de oui, mais, c'est tu le fais. Tu trouves des gens, tu fais des séances. Et tu te fais payer. 5 balles, un poulet, mais tu fais comme si tu étais pro. Il faut arrêter le truc de oui, mais je suis en train d'apprendre. Tu investis du temps, du travail, donc tu vas avoir une rétribution. C'est tout. Et à partir de là, c'est vraiment imposer aux gens, t'as fait. Oui, vous ne serez pas bon. Oui. Quoi, tu vois, je pense que faut vraiment que les gens se disent d'entrée, non, tu ne seras pas bon au départ. Tu ne seras pas bon. Tu commences la cuisine, tu n'es pas bon. Moi, je continue la cuisine, je suis encore pire. Donc, et là, j'ai beau taf. Vraiment, la cuisine. Abandonne. La cuisine, c'est mort. Mais je pense que je ne sais pas assez mes basiques. Oui. J'aime pas. Mais tu vois, c'est une question de taf. Là aussi, je suis sûr qu'un de ces quatre, il faudrait que vraiment je me dise, OK, je fais 1 an et je m'impose tous les jours à bosser. Je suis sûr que je pourrais devenir correct. Bah oui. Mais tu vois, alors je suis vraiment le pire cuisinier de la Terre. Ça s'apprend. Il y a des bases à savoir, c'est tout. Point. Et c'est exactement ça. Mais c'est exactement la même chose dans notre boulot. Notre boulot, c'est des basiques qu'on répète. Et ne pas attendre. Je pense que ça, c'est important. Et je sais que quand tu débutes, tu aimerais voir un feedback. Mais il faut limiter l'attente. Bien sûr que tu es content s'il y a quelque chose qui rentre. Mais limiter. Dire, moi, pour l'instant, je me focalise sur mon travail, pas sur les résultats de mon travail. Ce qui est important, c'est que tu fasses ta disserte et pas la note que tu auras de ta disserte. Ça viendra après. Là, du coup, le problème, il est même dans les écoles parce qu'en fait, rien que déjà, moi, je faisais faire les exercices, je me disais, on s'en tape que le client il aille mieux, on n'a rien à foutre que ton copain il aille mieux. Ce qu'on veut, c'est que tu bosses et que tu t'entraînes et que tu te viandes et que tu réessayes. Et rien que là, déjà, tu as déjà les réactions de ah ben non, mais ça lui a rien fait, mais on s'en fout. Mais bien sûr. Mais là, c'est au professeur, tu vois. C'est à nous de dire, mais on s'en tape ça. C'est qu'est-ce que tu as ressenti? Et puis attends, ça n'a rien fait de ton point de vue d'extérieur alors que tu n'es pas en train de le faire. Maintenant, tu verras, mais nous, en général, on bosse et après, vous faites les feedbacks. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que j'ai vécu? Okay, mais c'est marrant d'entendre les deltas. Ah bah, quand tu as fait ça, j'ai ressenti ça. Ah bon? Comment ça se fait? Je sais pas, ça m'a énervé, ça, j'ai bien aimé, ça, tu m'as mis en colère, etc. Bah, super. Alors, les gars disent au départ, donc j'ai foiré. Bah non, tu as créé quelque chose. Qu'est-ce qu'on voulait? Une transe, c'est une exploitation de quelque chose pour avoir une émergence d'autre chose. Cool. Maintenant, ça n'a pas été exploité. C'est ça qu'il va falloir travailler. Mais dans l'absolu, ce que tu as fait a eu un impact. Oui, mais ce n'est pas celui que je voulais. Ah, mais c'est pas grave.
Je te demande de couper du bois. Si tu les coupes d'une certaine manière, alors que je te demandais d'ester d'une autre manière, c'est pas grave, mais tu as quand même fait. Après, je t'enseignerai comment mieux couper le bois. Et là, c'est à nous, en tant qu'enseignants, de dire aux gars, pas grave, on va juste faire en sorte que tu ailles dans un sens qui peut être plus cohérent par rapport à ce que tu recherches. Mais tu vois, tout ça, c'est. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on partage aux jeunes apprentis. C'est pour ça que souvent, moi, j'ai ma playlist, là, débuter l'hypnose, où je dis aux gens, mais allez-y, putain, mais faites, c'est pas grave, c'est vraiment, vraiment pas grave. Oui, après, on va me dire, ouais, mais les gars me payent et il doit avoir un retour. Et il y a des années, moi, j'avais proposé le principe de dire, attendez, nous, c'est des chantiers. Tu vois ce que tu peux faire sur le chantier. Donc déjà, tes premières séances, en fait, c'est une découverte du chantier, hein, dans l'absolu. Et tu peux très bien, au bout d'un certain nombre de séances, dire, c'est pas un chantier pour moi. Pourquoi on devrait tout accepter? Pourquoi on devrait automatiquement avoir des résultats comme si... Parce que d'autres le vendent. Mais attends, moi, je les connais, les autres. C'est faux, je les ai vus bosser, je les ai entendus, j'ai parfois leurs patients. Il y en a d'autres qui ont certains de mes partenaires qui vont dire, ah, mais Pan, tu fais de la merde et tout. Bah oui, je fais de la merde. Parce que derrière, je ne travaille pas du tout comme ce que tu attendais. Parce que derrière, je t'ai posé des questions qui ne te plaisent pas, parce qu'on allait dans une direction que tu ne voulais pas. Mais après, ça, c'est mon cadre à moi. Donc, ça va être de la merde. Comme il y en a d'autres qui disent, ah, mais moi, j'attendais d'être dans une transe profonde. Mais tu vas aller, tu chopes un mec qui fait de l'éricksonien, qui va te faire du conversationnel. C'est toi qui mismatch. Va voir un mec de scène si tu as envie d'une transe profonde. Je comprends pas. Enfin, tu vois, en fait, il y a un moment ou un autre, bien sûr que des échecs, il y en aura, parce que n'oubliez pas, on n'est pas dans cette notion de bons cadres qui se croisent. C'est comme s'il y avait des personnes qui étaient en train de dialoguer comme ça. Ça n'a aucun sens. Voilà, je crois que tout a été dit. Ouais, je pense que ça a duré un peu plus que 2 minutes. C'est bien. Ouais, oui, légèrement plus. Oh, faut pas te lancer, je le savais. Non, c'était cool. Il ne faut pas me lancer. Si après tu dois le faire en article, tu vas t'amuser. Hein. Là, je vais chialer, des larmes de sang. Là, Non, là, je fais direct un audio, en fait, je me fais même pas chier à faire du montage. Je mets direct ça, j'en ai rien à foutre. C'est le plus simple, hein. Tu le mets en audio, dans la tête. Hein. La simplicité, c'est surfait, vois-tu. Moi, j'aime bien me faire chier pour faire des trucs. Ah oui, alors que moi, tu as vu. Là, celle-là. J'ai bien vu. Ah, bah j'ai fait 3 vidéos par jour. Bah oui, évidemment. N'empêche que si je faisais plus ça maintenant, les gens ils seraient perturbés. Moi, je serais triste. Je dirais, mais j'ai plus de notifications, je comprends pas. Tu vois. Et puis même si je commençais à les monter, je suis pas sûr que. Sur un moment, c'est Emeline qui fait que de me dire, ouais, mais moi je peux te monter tes vidéos. Je dis non, mais j'en fais tous les jours. Donc déjà, tu m'en feras pas tous les jours. Oui, mais de temps à autre. Mais je dis, mais les gens, ils sont tellement habitués à me voir devant mon écran et faire salut, c'est Pank de la chaîne. En gros, je sais pas ce que je vais vous dire dans 5 minutes, mais on est y part. Non, c'est surtout les phrases d'entrée et de fin. Tu les changes, moi, je sais plus qui c'est devant. Mais c'est ouf, hein. Et tu sais, tu sais que le salut, c'est Pank de HNO. Le 2 HNO, je l'ai rajouté au bout de quelques années. Parce que je voulais faire croire, j'avais dit à un pote, je suis sûr que j'arriverai à faire croire aux gens que HNO, c'est une grosse structure. Et non, mais tu rigoles, mais le nombre de gars qui m'ont envoyé des mails et qui disent est-ce que vous avez un HNO en Suisse? Est-ce que vous comptez ouvrir un HNO dans le Sud? Est-ce que vous avez un. Tu dis non, notre boîte est trop complexe. Corporate. Très, 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 très corporate. Mais c'est dingue, hein, juste le 2 HNO, ça a fait que HNO est devenu une structure. Comme quoi, hein, et le nombre de personnes qui me disent n'importe qu'est-ce qui est moins juste pour vous ou B1, mais un nombre de trucs. En gros, juste avec deux phrases à la con, tu crées des accroches. T'es ancré là. Moi j'entends ça, mon truc qui démarre tout seul sur Watch, je fais ah bah c'est bon, je sais qui c'est. Salut, c'est putain, ta gueule. Cet audio a pour but. Cet audio a pour but. Moi, je les écoute pas, les audios. Mais du coup, je sais quand même que tu commences par ça. Cet audio a pour but. Ouais, c'est voilà. Tu changeras juste pour qu'on rigole. Ouais, je pourrais. Mais bon, les gens sont habitués. Le 1er avril, tu feintes. Ouais, c'est ça. Mais j'ai déjà fait des audios un peu fous, genre Chico. Un peu fou.
Genre, j'ai dit, cet audio n'a pas pour but. Waouh, gars. Non, j'ai fait avec Nicky Larson, avec Chico et tout. Non, il y en a qui partent bien en couille. Il y a trop de. Je peux pas tout écouter. Je vais essayer de reprendre du début, en fait. Moi, je suis débile, j'aime bien faire par 1, 2, 3, 4, 5. Oh, mais t'es foutu. T'es foutu parce que là, on va arriver à 1000. L'historiophie, 1, 2, 3. Bon courage. Merci, c'est gentil. Mais je les écoute en x2. Je parle trop long. Oui, moi, je m'écoute en x3. Hein. Je me dis, ok, d'accord. Je me souviens de ce que j'ai dit. C'est bon. Ah ouais, j'ai dit ça, putain, c'était pas cool. Je suis un génie. Tu vois, finalement, on va y arriver. Je suis un putain de génie. Oula! Je suis surtout un putain de taré, ouais. Mais bon, après, c'est pas loin. Hein. Oui. Yes. Pank de HNO, je vous remercie. Bah, de rien. Yes, c'est pas cool. Au top. Ok. Bonne soirée. See ya. J'espère que cette interview vous a plu, moi elle m'a passionnée. Encore merci Pank d'avoir bien voulu jouer le jeu et d'avoir été aussi honnête. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Oser se lancer et également sur la page Instagram qui est le même nom, Oser se lancer. On se retrouve au prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous.